commencer si tout le monde est OK. Et je te laisserai valider les autres, Justine, quand ils arrivent petit à petit. Et bah parfait. Et bah déjà, merci beaucoup d'être si nombreux aujourd'hui. Comme je disais tout au début, on a eu pas mal d'inscriptions. Donc on est ravis de voir que la thématique de ce groupe de réflexion plaît et sollicite en tout cas de l'intérêt auprès de plein de personnes. Bon, il y a beaucoup de choses qui circulent sur l'intelligence artificielle en ce moment, on va pas se le cacher. Je pense que quand on regarde nos réseaux, on voit beaucoup ce sujet qui revient. La thématique particulière qui nous intéresse, nous, au SOGA, c'est quand même l'ESS numérique. Et donc, nous, on relie le sujet de l'intelligence artificielle à l'ESS. Et c'est un peu la thématique globale de ce groupe de réflexion qu'on a lancé l'an passé, qu'on a beaucoup délaissé entre novembre et mars, un peu malgré nous, mais juste parce qu'on avait énormément de projets européens et nationaux en fin de course et qu'il fallait absolument qu'on termine. Donc on n'a pas pu beaucoup animer ce groupe, mais là il est un peu plus fort. Et pour être tout à fait transparent, là il va y avoir un petit creux parce que j'ai un heureux événement qui arrive très bientôt de mon côté, dans quelques jours là, et donc on laisse un petit mois entre celui-ci et le prochain, euh, qui permettra à moi de me reposer et de retrouver un peu des nouvelles inspirations et des nouvelles personnes pour le prochain. Si tout va bien, ça devrait être début juin en prochaine date. Je vous présente l'ordre du jour qui est relativement simple. Je vous fais un petit mot de bienvenue. Je vous présente une actualité IA que j'ai trouvée assez pertinente avec les autres thématiques qui vont être présentées par la suite. Et je laisse un long temps de présentation aux personnes qui ont accepté d'intervenir aujourd'hui. Léa est là, j'ai vu Joël, j'ai pas encore vu Guilhem Ménard, mais il devrait être là aussi. Et je vais les laisser présenter un projet ou un sujet d'actualité de leur choix pour animer notre session de réflexion aujourd'hui. Et puis on terminera toujours par un temps plus collectif dans lequel je vous laisserai à tous la parole. Donc là, c'est vraiment tout le monde pourra s'exprimer. Je vous demanderai de respecter l'ordre des mains levées en fin de séance. Donc il y aura un bon 40 minutes et plus si affinité si certains veulent continuer, mais au moins 40 minutes de temps d'échange à la fin pour que vous puissiez un petit peu vous exprimer et un peu aller plus loin que ce qui a été dit. Alors, un petit mot de bienvenue. Donc, comme je disais, merci à tous d'être ici. Comme je disais aussi tout à l'heure, pour ceux qui étaient déjà présents et pour les nouveaux, le groupe de réflexion IAESS, c'est un groupe qu'on a lancé en novembre 2023 sous ce format-là et qui est déjà un peu un enfant d'un format qui est un groupe de réflexion lié à un gros projet de la BPI auquel on souhaitait répondre en consortium au départ, mais qui n'a pas abouti, et on a transformé un peu notre énergie collective en groupe de réflexion. Et c'est ce qui a amené du coup ce format, et on a un petit peu retravaillé ce format pour aujourd'hui avoir des intervenants experts qui puissent vous présenter des sujets plus pointus. Voilà. Pour refaire une rapide présentation du SOGA, même si c'est pas la thématique d'aujourd'hui, c'est quand même intéressant de vous présenter la structure qui porte ce groupe de réflexion. Le SOGA, c'est une association qui est née en 2017 suite à un voyage organisé avec François Hollande au Web Summit de Lisbonne, dans lesquels toutes les têtes de réseau de l'ESS numérique se sont réunies. Donc le SOGA se définit elle-même comme une tête de réseau franco-européenne de l'ESS numérique. Il y a beaucoup de termes un peu compliqués, j'en ai conscience. L'ESS numérique, il se définit avec des grandes familles. Il y en a plein, on va pas toutes les citer aujourd'hui, mais nous, on a vocation à fédérer, promouvoir et développer ces familles de l'ESS numérique. On en a des représentants aujourd'hui. On a par exemple, on a Farid qui est là, on a Sherid. Bon, il y a beaucoup de structures de l'ESS numérique. On le fait surtout au niveau français, mais on le fait aussi au niveau européen. Donc, on a des partenaires dans 5 pays en dehors de la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, j'en oublie.
On a d'autres, mais je les ai plus en tête. Et sur le volet européen, on organise aussi des voyages apprenants en Europe. Donc on en a fait un à Bruxelles en janvier 2024 et on en prévoit un à Berlin pour, si tout se passe bien, pour novembre 2024. Voilà, sur toujours les thématiques qui nous intéressent, c'est-à-dire le SS numérique, l'innovation numérique au service du bien commun. Le SOGA, pour finir, en 2023, c'est 3 grands projets. Un projet événementiel qui s'appelle le NEC ESS Europe, donc numérique en commun ESS Europe, qui était une série d'événements qu'on a organisé entre l'Espagne, la France et la Belgique. Un projet d'études qui s'appelait Social Tech ESS, et dans lequel on allait observer les pratiques numériques des organisations de l'ESS, et un dernier projet qui était Social Tech Academy, qui était un projet Erasmus+, dans lequel on a fait des enseignements pour les professionnels de l'ESS afin qu'ils upskill, enfin en tout cas qu'ils gagnent en compétences sur le numérique. Donc voilà un petit résumé de ce qu'on fait. Je voulais aussi démarrer un petit peu ce groupe de réflexion par une actualité moi qui m'a un peu marqué et que j'ai trouvé hyper intéressante et en lien avec un peu ce qui va vous être présenté tout à l'heure. C'est une actualité du Monde qui, dans un article, montrait les dérives qu'on peut découvrir avec l'IA. Donc l'IA, c'est un sujet passionnant, il y a plein de choses positives. Je trouve que c'est aussi intéressant de montrer les choses qui fonctionnent un peu moins. Et là, en l'occurrence, l'article parlait d'une jeune femme qui est, il me semble, chargée de communication et dont l'ensemble des entretiens s'est passé par un chatbot. Donc de la sélection de son CV jusqu'aux entretiens à distance ont été réalisés par un chatbot. Son refus a été envoyé par aussi un robot. Et donc ça pose la question du recrutement et de la présélection. Est-ce éthique ou pas d'avoir en face de soi une intelligence artificielle de A à Z, c'est-à-dire de la sélection du CV jusqu'au refus final. Est-ce normal d'avoir des IA sur ces tâches-là? Et ça relie à une thématique que je trouve aussi assez passionnante, c'est celle de l'utilité de l'intelligence artificielle. Où est-ce qu'on veut que l'intelligence artificielle se trouve? Il y a des choses aujourd'hui qui sont passionnantes pour l'humain. Je parle de créativité, de création de design, de choses qui passionnent les humains. Parce qu'on a envie que l'intelligence artificielle demain fasse ses tâches à notre place. Ça laisse une question et ça laisse la question aussi de l'impact métier de l'intelligence artificielle. Voilà un petit peu mon lancement. J'étais rapide, mais parce que je préfère laisser place à Léa, qui est notre première experte. Si ça te va, Léa, ça te va pas? Je t'entends pas, ton micro il est cut. C'est tout à fait bon, tout à fait. Et ben, je te laisse la main. Tu peux présenter directement parce que tes slides, j'ai pas réussi à les intégrer. Donc si ça te va, je te laisse présenter. Ah, il faudrait juste que. Ou pas? Normalement, je pense que oui. Non, parce qu'il me dit qu'il faut que je change mes préférences système. Ah, alors attends, ne bouge pas. Ouais. Qui me demande un mot de passe à Trim. Non, tu dois juste rentrer l'adresse, la mienne. Ça suffit? Ouais, celle de mon mail. Ok, je fais ça tout de suite. Désolé pour ce petit contretemps. Choisir un compte. Ah, non, c'est ça qui fonctionne pas en fait. Je n'arrive Ça pas y est, peut-être à Tesla. Est-ce que maintenant vous voyez quelque chose? Ouais, ton écran. Je vais arrêter ma présentation Super, parfait. Ok, et je reprendrai tout à l'heure. super. Ok, allons-y. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un projet pilote en cours chez nous. Et on a voulu cette année faire un focus sur diversité et inclusivité. Et donc, on a choisi de travailler dans les EPN à Bruxelles et de voir leurs besoins en termes d'informations sur IA, data et robotique. Ouais, oui, Je présente en quelques mots Farid. Farid.
que ouais, ça peut être super pour ceux qui sont là. Si tu as Yes, juste quelques mots pour présenter bien Farid. sûr. Donc, FARI, c'est un institut interuniversitaire bruxellois. Et donc, en fait, on représente les deux principales universités bruxelloises, une francophone et une néerlandophone. Et on a un réseau d'environ 300 à 400 chercheurs sur les domaines de IA, data et robotique. Et les équipes sont pluridisciplinaires. C'est très important pour nous. On a autant des chercheurs très spécialisés sur des domaines de l'IA, mais aussi sur le droit des nouvelles technologies et aussi sur plus des sciences sociales, comment impliquer les citoyens là-dedans, etc. Donc voilà ce que fait FARI, c'est de la recherche publique dont on espère faire bénéficier les administrations publiques. Donc, je voulais vous parler. Donc, moi, je coordonne le panel citoyen. Donc, c'est-à-dire que dans FARI, on a une entité vraiment qui est là pour faire le lien entre la recherche publique et les habitants de la ville de Bruxelles. Une grande partie de notre métier, c'est vraiment de se concentrer sur cette capitale. Et donc, en même temps, c'est le lien de faire entre la recherche et les citoyens, entre les administrations publiques et les citoyens, et aussi en tant qu'université, de donner un savoir, un accès au savoir en IA, data et robotique au plus largement aux citoyens bruxellois. Donc, dans ce cadre-là, cette année, on a vraiment fait un focus donc, sur les espaces publics numériques. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont des espaces de première ligne où les gens vont quand ils se trouvent bloqués par rapport à la numérisation en général, surtout des services administratifs. Donc, pour tous ceux qui n'arrivent pas à remplir leur fiche d'impôt en ligne, de s'ouvrir un compte bancaire, même d'avoir une adresse email, ils peuvent aller dans ces lieux avec leurs problèmes et une personne les aide et leur apprend en même temps à se débrouiller. Il y a des formations dans ces lieux-là, etc. Donc, ça soit vraiment les lieux de première ligne pour réduire la fracture numérique. Et donc, dans ce cadre-là, dans notre programme, on a voulu voir dans quelle mesure un format qu'on a déjà qui s'appelle des marges de données, pouvait bénéficier à ce public, à ces aidants en fait du numérique. Donc, c'est un projet pilote de 4 mois, on est à peu près au milieu. Et notre objectif, c'est de travailler avec 4 EPN et 2 associations en lien avec les publics. Donc, on a là, j'ai envie de vous présenter aujourd'hui les premiers retours, les premières observations qu'on a, parce que le programme, il est vraiment en train de se développer. Donc, j'ai pas encore de conclusion à donner ni de rapport, mais vraiment, voilà, de partager avec vous, d'ouvrir où on en est. Donc, on a déjà fait une première présentation dans un EPN, dans un quartier plutôt populaire de Schaerbeek. Il y a 19 communes à Bruxelles, donc une des communes bruxelloises. Et on a vraiment travaillé en co-création avec la directrice, qui est aussi formatrice de cet espace public numérique, pour voir justement quels étaient ses besoins à elle. Et donc, on a co-créé ça en 2 parties. Une partie vraiment plus théorique qui se passait à l'EPN avec les participants pour expliquer qu'est-ce que l'IA et aussi pour les faire discuter sur les enjeux de l'IA. Et puis après, on a vraiment fait une marge de données. C'est quoi une marge de données? C'est un format qu'on a à FARI récurrent. Et c'est des balades urbaines d'à peu près 1 heure où on entraîne des groupes de personnes, de marcheurs, on va dire, à aller avec nous dans les rues de la ville et à s'arrêter sur des points de collecte de données. Alors, ça peut être des antennes 4G, ça peut être des poubelles connectées, des lampadaires connectés, des bornes de recharge de voitures, voilà, des points qui collectent de la donnée en IoT ou en règle générale dans les rues de la ville. Et donc, c'est vraiment pour travailler finalement la data et la smart city. Comment d'un coup ça peut changer le regard des gens sur l'environnement dans lequel ils vivent avec cette surcouche. Donc on a proposé ça aussi quand on a travaillé avec cette EPN. Donc qu'est-ce qu'on en tire? Parce qu'en fait notre but à nous c'est de saisir les besoins vraiment des aidants numériques, des EPN, non pas des utilisateurs, pas ceux qui vont dans les EPN, mais ceux qui sont en charge des lieux et de cette médiation. Donc, qu'est-ce qu'on a observé? C'est que déjà, la demande était forte. Il y a très, très peu ici de contenus qui sont déjà existants pour faire des introductions à l'IA dans ce genre d'endroit.
il y a 1 ou 2 formations. Il y a loin d'être tous les EPN qui en proposent, c'est une minorité et il y a pas beaucoup de ressources. Par contre, l'atelier qu'on a fait était plein, absolument plein. Les gens veulent venir. On a aussi, on s'est aussi rendu compte que, par rapport à la formatrice, elle aussi, en fait, a de plus en plus de demandes de la part des utilisateurs qui posent des questions liées à l'IA et qu'elle sent, elle, qu'elle doit se former aussi pour être en mesure de répondre aux utilisateurs. Et que donc, elle doit investir du temps là-dedans et donc on essayait de voir où. Donc c'est ce qu'on essaye de déterminer. Elle avait non pas besoin d'une introduction générale à l'IA, mais plus de domaines spécifiques. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir maintenant qu'on fasse le travail de voir quels sont exactement les domaines les demandes qui émergent du terrain et voir comment on peut, avec elle, trouver des réponses et des formations adéquates aux questions qui vont partir du terrain. Et elle nous disait aussi qu'elle ne pouvait pas faire ça elle-même, mais qu'elle avait besoin d'instituts, de coachs, de personnes qui puissent l'aider dans ce chemin-là. Donc, une importance de la médiation pour les aidants, de mise à disposition de matériel aussi, puisque pour l'instant, elle n'avait pas accès à beaucoup de choses. Donc, voilà ces premiers enseignements par rapport à cette aidante. Et qu'est-ce qu'on a appris encore? On a appris aussi... Là, c'est plus sur le format de la Data Walks, donc la deuxième partie. On a appris que par rapport à leurs besoins, finalement, c'est aussi un challenge pour ces structures de faire venir des gens. Donc, un format comme la Data Walk, ça les intéresse parce que c'est quelque chose qui donne envie. Même IA, ça donne envie, mais en plus, cette dimension d'un moment partagé, c'est quelque chose qui est hyper important. Parce que quand on arrive dans ce genre d'endroit, de lieu, en fait, ce sont des lieux éminemment sociaux. Il reste ici des espaces de vie en commun, presque de village, et cette dimension est hyper importante. Et donc, c'était aussi ce plaisir de faire une activité ensemble, de marcher ensemble, de discuter ensemble autour des enjeux, tout en apprenant des choses. Voilà. Donc ça, c'est un truc important, quelque chose qui soit un moment de qualité ensemble, qui apporte aussi des connaissances visibles et tangibles, parce que quand on est dans la rue et qu'on regarde des capteurs et qu'on explique à quoi ça sert, etc., pour les gens, c'est tout de suite très clair. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément plus de discussions. Il y a quelque chose qui se passe assez naturellement. Et une autre observation, c'est que ça a une autre vertu. C'est le fait que ces personnes qui viennent là en tant qu'administrés citoyens, via la Data Walk et via cette promenade urbaine, finalement, se reconnectent avec les administrations et à ce que les administrations déploient comme service à leur égard. Donc là, la boucle se refait dans cette visibilisation des infrastructures développées. Par contre, on a une contradiction qui apparaît, c'est que on a proposé pour l'instant à cette EPN et aux autres de venir au centre de Bruxelles. Et leur demande, ça a été plutôt de « est-ce qu'on peut avoir quelque chose chez nous ?» Mais on a remarqué que le fait de proposer quelque chose qui était justement hors de leur environnement habituel, donc au centre, et donc le centre bruxellois, c'est quoi? C'est le lieu du pouvoir. Eh bien, il y avait une valorisation, c'est-à-dire que les participants qui viennent ici, qui viennent chez Fari, franchissent une porte qu'ils ne franchiraient pas hors de cette occasion, parce qu'on représente une université, on représente une université de technologie, donc c'est pas quelque chose forcément dans lequel ils se sentent à l'aise, mais le fait de commencer ici dans ce lieu-là, qui est beau, au centre, c'est comme une réappropriation, un droit de se trouver au centre de la cité et de ses enjeux. Donc, il y a symboliquement quelque chose de fort aussi. Donc, on est un peu en tension entre proposer de l'ultra-local et délocaliser ce service-là à l'échelle de tous les quartiers de la ville ou de le garder en centralisé. Donc, notre deuxième phase de travail, ça va être d'essayer, donc du coup, de donner des outils pour ces aidants de façon autonome. Donc, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Nos partenaires KDM qui ont à la base inventé ce format de Data Walk avaient déjà fait une boîte à outils pour que les gens fassent leur propre marche de données. Mais là, maintenant, nous, on va évaluer quelle est la médiation qui est nécessaire pour que les gens, effectivement, utilisent cet outil et le fassent. Parce qu'entre mettre un outil en ligne, espérer que des gens s'en saisissent et qu'ils le fassent, il y a tout un espace à sonder. C'est ça qu'on essaye de sonder sur les prochaines étapes.
On est déjà en train de le faire avec une association d'alphabétisation, avec qui on a déjà fait une marche et qui est intéressée pour la mettre en place elle-même autour de chez elle. Et aussi, on est en train de le faire à l'échelle d'une commune. Et là, c'est assez intéressant. C'est que donc dans cette commune, je vous le résumerai ensuite, c'est-à-dire que dans cette commune-là, c'est tout un service qui se dit, mais tiens, on voudrait faire une marge de données chez nous, là, dans notre commune. Et moi, je leur dis, mais écoutez, en fait, je ne vais pas la faire pour vous. C'est pas ça notre travail, ça ne nous intéresse pas, en fait. Nous, on veut le faire avec vous. On veut que vous le fassiez et qu'on vous aide à le faire. Et donc là, c'est tout un autre processus qui se met en place, parce qu'en fait, ils me disent, oui, mais nous, on veut bien faire une marge de données, mais en fait, majoritairement, on ne sait même pas les capteurs de données qui existent sur notre territoire. Donc, c'est assez surprenant parce que ça vient quand même de l'échevin de la commune, donc un des adjoints au maire. Et c'est une problématique vraiment récurrente, c'est-à-dire que quand on travaille sur les infrastructures, la plupart des administrations ne savent pas ce qu'elles déploient sur leur propre territoire ou ce qui est déployé sur leur propre territoire, aussi parce que ce sont plusieurs services qui déploient des choses en même temps. Donc, du coup, ça demande finalement un premier effort de mise en commun des informations sur les différents services. Et donc, ce format, c'est un peu une excuse, une motivation, une input, en fait, pour générer un désir de faire quelque chose autour de la donnée. Et donc, on est dans cette phase-là d'études avec cette commune pour voir comment ils vont travailler avec le service informatique, avec tous les autres services, pour voir qu'est-ce qu'ils veulent mettre en avant. Et donc là, au niveau de la médiation, ce qu'on dit, c'est qu'il faut justement observer ce qu'ils veulent mettre en avant. Et ça va être très différent de structure à structure, de commune à commune. Par exemple, dans cette commune, ils ont une spécificité, ils ont un serveur local pour les données locales. Et c'est loin d'être le cas de toutes les communes. Et donc, du coup, ils sont en train de voir comment mettre ça en avant. Donc, en fait, ils sont en train de créer leur propre narratif. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour intéresser les gens, et cette médiation va servir finalement à personnaliser les narratifs, ultra localisés. Donc, on est à cette étape-ci. Donc, ce qu'on peut dégager, c'est que par rapport aux espaces publics numériques, on a deux gros besoins. Un, c'est la création d'outils pédagogiques pour initier les pédagogues eux-mêmes aux enjeux de l'IA et de la data, forte demande. Dans un second temps, on sait aussi qu'il va falloir proposer des outils d'IA pour optimiser les processus de certains groupes. On a par exemple rencontré une association qui s'appelle We Take Care, et eux sont vraiment, ils ont une plateforme, c'est eux qui donnent tous les cours en ligne accessibles pour les EPN, tous les cours sur la cybersécurité, tous les sujets, etc. Et eux se disent, comme beaucoup d'ailleurs, l'IA va nous être utile parce que peut-être que sur notre plateforme, on va pouvoir mettre un robot qui va plus facilement répondre aux besoins des visiteurs de la plateforme. D'autres vont me dire dans les espaces publics numériques, est-ce qu'on ne va pas utiliser ChatGPT pour que les gens fassent leur CV plus rapidement, ou est-ce qu'on ne va pas utiliser d'intelligence artificielle pour que les chercheurs d'emploi puissent mieux comprendre comment ils peuvent avoir accès à une plus large gamme s'ils tapent d'autres mots-clés. Enfin, il y a beaucoup évidemment de retours du terrain qui veulent implémenter de l'IA. Mais ce qu'on se dit, c'est que pour que ça soit possible, il faut déjà une base de connaissances et surtout d'envie. Quels sont les formats, les choses qui vont donner l'étincelle, l'envie de fédérer autour d'un projet, et surtout ce qu'on appelle des démonstrations. Donc, la data wall, pour nous, c'est des démonstrations. On montre des choses. Et on a, chez Fari, un centre de test et d'expérience aussi qui va pouvoir permettre aux administrations publiques, aux associations, etc., de venir chez nous. Il y a 14 démonstrations d'IA, de projets déjà réalisés sur le territoire par nos unités de recherche, où les gens peuvent voir qu'est-ce qu'on fait avec telle technique d'IA, concrètement. Et ça, je pense que c'est concrètement des leviers. Donc, par exemple, un de nos désirs, c'est de vraiment pouvoir développer une démo dans l'avenir autour des nécessités sur un projet ESS, et de se dire, mais voilà, à quoi l'IA concrètement a pu servir dans ce projet-ci, etc. Donc, si je reviens à ma slide d'avant, voilà, il y a vraiment, malgré tout, sur ces deux pans, ce besoin de créer des outils d'acculturation, de créer des formats qui donnent envie,
par leur forme, par leur originalité, par quelque chose, par le fait qu'ils fassent groupe, qu'ils fassent communauté, et des besoins de démonstration. Donc voilà où on était aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus sur Fari, eh bien, vous avez un petit QR code, il y a tout sur notre site. Super, merci beaucoup Léa. En plus, tu as respecté le timing, c'est parfait. J'espère que ça va susciter des réactions en fin de réunion. Je répète ce que j'avais dit tout à l'heure. Il y aura un temps d'échange bien prévu à à la fin de la réunion pour que vous puissiez ensuite rééchanger tout ça et débriefer. Je vais reprendre la main sur la présentation. Hop. Et puis, voilà, je vais laisser la main à Joël et laisser se présenter si ça te va, Joël. Très bien. Je te redonne aussi la main sur la présentation si ça te va. Ouais. Alors, j'ai pas vraiment de slide, mais je vais vous montrer des trucs. Bonjour Merci. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Joël. Je suis là aujourd'hui avec ma casquette Avenir. Je vais vous en parler dans un instant, mais j'ai aussi d'autres casquettes. Notamment, j'ai été pendant plusieurs années le cofondateur et le dirigeant d'une coopérative qui s'appelle Data Activis, ce qui m'a amené à croiser le chemin du Soga et de Fari aussi d'ailleurs. Data Activis, c'est une coopérative qui fait de l'accompagnement et du conseil sur l'open data. Et j'ai passé la main à la tête de cette coopérative il y a quelques mois maintenant. Actuellement, je travaille également avec une école marseillaise du numérique qui s'appelle La Plateforme, à monter un lab IA. Donc, ces sujets IA sont des sujets qui m'occupent pas mal ces temps-ci. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis là avec ma casquette Avenir. Donc, Avenir, c'est quoi? C'est une start-up dont l'objectif est d'aider les jeunes à découvrir ou à progresser dans leur orientation scolaire et professionnelle. Et on a fait un choix qui est très clair du X, qui est de dire, pour parler à des jeunes, eh ben, il faut leur parler un langage ou à travers des canaux qui leur sont familiers. Donc, très concrètement, il s'agit d'une application en smartphone qui reprend les codes du jeu vidéo. Donc, vous pouvez choisir un avatar 3D et vous allez échanger finalement avec cet avatar pour découvrir votre futur métier. L'idée, c'est que vous échangez avec votre futur moi. Alors, j'aurais voulu vous montrer à quoi ça ressemble, mais j'avoue que je ne suis pas assez fort pour vous montrer une appli Android sur mon ordinateur. Donc, je ne le ferai pas, mais je vous invite à aller sur votre téléphone, sur votre store, et à télécharger l'application Avenir. Je peux vous montrer sur mon téléphone, voilà à quoi ça ressemble. Donc, là, vous voyez, typiquement, là, on a une présentation de métier. Alors, je crois que la caméra, voilà, là, vous voyez peut-être mieux. On a une présentation de métier avec un petit avatar 3D là, qui bouge et avec lequel on peut échanger. Mais, voilà, je vous invite à tester ou à faire tester à vos enfants, neveux, nièces, cousins, etc., s'ils sont en âge de s'interroger sur leur orientation. Et donc, dans cette start-up qui est toute jeune, moi je m'occupe de toute la partie data. Et donc, on a publié la première version de l'app il y a 2 mois à peu près maintenant. Donc, vous verrez, c'est tout à fait du work in progress et il y a encore évidemment énormément de choses qui sont perfectibles. Alors, quel était le problème auquel on s'est confronté et dont on va parler aujourd'hui? Moi, je me suis confronté en fait à 2 problèmes majeurs
qui sont d'une part le matching du métier, c'est-à-dire la recommandation métier. Quel est le moteur de recommandation et comment on fait pour ça? Donc, si vous essayez Lab, si vous testez Lab, vous verrez qu'on vous pose quelques questions, pas très nombreuses, des questions à choix fermé, parfois multiples. Et sur cette base-là, on va vous proposer un certain nombre de métiers. Donc là, il y a une notion de moteur de recommandation. Et vous allez peut-être vous dire, ah ben tiens, un moteur de recommandation, on va utiliser un modèle de machine learning comme le font Amazon, Netflix et tous les autres. Et ben en fait, non. À cette étape-là, on n'utilise pas actuellement, ça changera peut-être à l'avenir, mais aujourd'hui, on n'utilise pas de machine learning et j'ai construit un modèle tout à fait déterministe et très simple en réalité, où à partir des fiches métiers dont nous disposons, donc on utilise de l'open data en entrée, on utilise les données notamment de l'ONICEP. On a plusieurs sources de données, mais la plus importante, c'est l'ONICEP. Donc, je crois qu'il y a pas mal de professionnels de l'éducation, de l'orientation, de la formation dans la salle. Donc, je ne vous apprendrai pas ce que c'est l'UNICEF, mais pour les autres, c'est l'organisme public qui travaille sur les questions d'orientation. Et donc, on a, par exemple, 818 métiers qui sont recensés par l'UNICEF et qui sont décrits de manière assez précise, avec des données pour partie structurées et surtout pour l'essentiel non structuré, donc des champs textes qui décrivent ces métiers. Et en fait, notre moteur de recommandation aujourd'hui, à partir des réponses fournies par les utilisateurs de l'appli, se contente de filtrer et trier dans les métiers pour recommander les plus pertinents. Donc, c'est vraiment quelques lignes de Python, sans du tout de machine learning. Là où on a utilisé l'intelligence artificielle, en l'occurrence un LLM, c'est pour qualifier les métiers. Par exemple, si vous utilisez l'appli, vous verrez qu'à un moment donné, on vous demande quels sont vos goûts et vos centres d'intérêt. Donc, par exemple, vous pouvez dire j'aime la nature et j'aime les animaux. Et ça, en fait, pour les 818 métiers, on les a fait noter par, j'ai utilisé ChatGPT tout bêtement, enfin, pas ChatGPT, mais l'API GPT-4 d'OpenAI, et on les a fait à chaque fois noter en disant sur tel critère, tel métier, il est 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ensuite, ça, on l'utilise dans la petite moulinette qui permet ensuite de trier les métiers. Donc, c'est très, très basique comme approche, mais ça marche surprenamment bien. Ça marche surprenamment bien. Ça a l'avantage d'être très déterministe, d'être très mécanique, d'être très peu coûteux aussi d'un point de vue computationnel. Et voilà. Donc ça, c'est peut-être déjà un premier enseignement, c'est aussi de se dire il y a plein de cas où on n'a pas besoin d'intelligence artificielle, où ça pourrait être tentant d'utiliser, et où en fait, en première approche, on peut utiliser des approches plus basiques. Et ensuite, on a eu un deuxième problème qui s'est posé, parce qu'on s'est dit, bon, ok, cette approche de chatbot, où finalement on pose des questions à l'utilisateur et tout, c'est bien, mais on a peut-être des utilisateurs qui ont déjà une idée, qui savent déjà un peu vers où ils veulent aller, et donc ils n'ont peut-être pas envie de passer 4 minutes à répondre aux questions. Vous verrez, elles ne sont pas très nombreuses, c'est pas très long, mais malgré tout, c'est quand même un petit peu d'effort, et peut-être qu'ils veulent accéder directement à l'information. Donc on va leur mettre une petite barre de recherche en disant allez-y, cherchez votre métier. Et paradoxalement, ça pourrait sembler beaucoup plus simple qu'un algorithme de recommandation, et bien en fait, c'était plus compliqué. C'était plus compliqué parce que on va avoir des inputs, des entrées des utilisateurs qui peuvent être plus ou moins bien écrits. On a affaire à des jeunes, parfois très jeunes, dont l'orthographe n'est pas forcément de fort, parce qu'ils ne connaissent pas forcément le nom des métiers qui les intéressent, donc peut-être qu'ils vont mettre juste sport ou football ou patrimoine, juste une thématique, etc. Donc là, on n'a pas de contrôle sur l'entrée et il faut pouvoir recommander, pas recommander, mais fournir les métiers correspondants malgré cette hétérogénéité.
Et en première approche, on a fait vraiment un moteur de recherche basique, hein, chercher en plein texte, non seulement dans le nom du métier, mais on avait aussi des synonymes, une description courte, etc. Donc on cherchait là-dedans. Ça marchait très très mal. C'était vraiment pas satisfaisant comme approche. Et c'est là où en fait on a mis un petit peu de machine learning. Et la solution que j'ai utilisée, c'est celle des embeddings. Alors je ne sais pas quel est le niveau technique, on va dire, des uns et des autres autour de la table, mais donc je m'excuse pour ceux pour qui ce sera un peu redondant, mais les embeddings, c'est une approche qui date d'il y a une dizaine d'années à peu près, donc qui est antérieure à l'émergence des LLM, et qui consiste à être capable de situer des mots, des expressions dans un grand espace latent. Donc, imaginez un espace à n dimensions, n étant plusieurs dizaines ou plusieurs centaines. Alors, vous savez que déjà, quand on nous demande d'imaginer un espace à 3 dimensions, c'est très compliqué. 4, on n'y arrive plus du tout. Alors, quand on parle d'un espace à 150 dimensions, ça ne veut rien dire pour nous. Mais mathématiquement, c'est assez simple en fait comme notion. Et donc, les embeddings, c'est des modèles qui sont capables de transformer un mot ou un ensemble de mots en une suite de coordonnées dans cet espace à n dimensions. Ce qui est très intéressant avec cette notion d'embedding, c'est que la proximité ou la distance dans cet espace latent a une signification sémantique, c'est-à-dire que deux mots qui sont plus proches dans cet espace latent ont des sens qui sont proches et des mots qui sont éloignés ont des sens qui sont éloignés. Pour le dire autrement, lorsqu'on entraîne un modèle d'embeddings à partir de grands volumes de texte, on crée une forme de représentation du langage et donc de représentation du monde. Donc, on n'est pas sur des modèles génératifs, contrairement aux LLM, ces modèles ne sont pas capables de générer du texte. Par contre, de la même manière que les LLM, ils embarquent avec eux une forme de compréhension du monde, de modélisation en tout cas du monde, avec de la sémantique, mais de la sémantique qui est implicite, c'est-à-dire qu'à aucun moment, on va apprendre au modèle que deux mots similaires, enfin que deux mots ont un sens similaire. Le modèle l'apprend tout seul. On est bien sur du deep learning. Et du deep learning pas très supervisé. Donc ça, c'est déjà en soi hyper intéressant. La question qui se pose ensuite, c'est est-ce que ce modèle, qui est un modèle généraliste, est pertinent pour une question spécialisée. Nous, on avait une question spécialisée qui était, on s'intéresse à l'espace des métiers, on ne s'intéresse pas au monde dans son ensemble, mais on s'intéresse à la question des métiers. Il s'avère que dans le cas des métiers, mais sans doute dans de très nombreux cas, un modèle d'embeddings est pertinent pour modéliser un espace particulier. Alors, je vais vous montrer un exemple s'agissant des métiers. Alors, partager mon écran. Un instant, voilà. Hop. Voilà, donc là, vous voyez à l'écran un graphique. Alors, ce graphique, c'est la représentation en deux dimensions d'un espace latent qui, en fait, enfin, d'un espace qui, en fait, contient beaucoup plus de dimensions, hein, mais on l'a projeté dans deux dimensions, si vous voulez, on l'a simplifié en deux dimensions. Et chaque point que vous voyez, c'est un métier. Okay, donc, alors là, en l'occurrence, ce n'est pas les métiers. Pour l'appli en production, on utilise. Pour l'appli en production, on utilise les données de l'ONICEP. Là, sur ce graphique-là, ce n'est pas les données de l'ONICEP, c'est les données de Pôle emploi, donc avec la nomenclature ROM. Mais ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose au problème. Voilà, je vais essayer de mettre en plus grand.
La couleur des points que vous voyez correspond au libellé du grand domaine. Donc ça, c'est une donnée explicite, c'est Pôle emploi qui dit, par exemple, l'ensemble de métiers qui s'appelle sécurité et surveillance privée, ça relève des services à la personne et à la collectivité. Mais par contre, le positionnement dans cet espace, ça, c'est le modèle qui le détermine. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que quand on regarde des métiers qui sont proches dans cet espace, c'est effectivement des métiers qui se ressemblent, y compris lorsque, du point de vue de Pôle emploi, ils ne relèvent pas du même grand domaine, du même domaine d'activité. Par exemple, ici, en vert, là, vous avez beaucoup de métiers qui relèvent de l'informatique, des systèmes informatiques. Et en rose, ici, vous avez maintenance informatique et bureautique, qui, pour Pôle emploi, relèvent d'un autre domaine, mais à l'évidence, c'est des métiers qui sont assez proches de développeurs informatiques, exploitation de systèmes d'information, etc. De la même ici, alors là, ils ont mis défense et conseil juridique, et effectivement, là, on a les communicants, les consultants, etc. Donc, vous voyez qu'on a cette capacité à découvrir, en fait, du sens, à découvrir de la proximité sémantique, au-delà de données structurées, sachant qu'on n'a de toute façon pas pris en compte l'information explicite qui est l'appartenance à un grand domaine. Hein. Ça, le modèle ne la connaît pas. Voilà, donc ça c'est un premier usage possible de ces ABDIC, c'est en fait un usage un peu exploratoire de se dire ok, bah, à quoi ça ressemble tous mes métiers, bah, je vais me balader et puis je peux aller de proche en proche et si je suis rentré par un endroit, par exemple je m'intéresse à la protection du patrimoine naturel, bah, en fait tiens, ce qui est à côté ça peut peut-être m'intéresser aussi, ok, donc il y a l'entretien des espaces naturels, effectivement c'est proche. Et puis, j'ai l'aménagement et l'entretien des espaces verts, j'ai la sylviculture, j'ai le bûcheronnage, etc. etc. Voilà, donc ça, c'était simplement pour vous montrer que finalement, un modèle qui n'est pas du tout spécialisé ou entraîné pour comprendre la structure des métiers, ben, en fait, est bien capable de reconstituer un univers des métiers qui a du sens et qui est pertinent. Ça, là, ce que je vous ai montré, pour l'instant, on ne l'exploite pas du tout en production, mais on réfléchit à mettre en ligne quelque part une carte de métier comme ça qui puisse être de manière un peu exploratoire. Ce qu'on va utiliser assez prochainement en production, c'est une recommandation de type, tu regardes une fiche métier, on te dit quels sont les métiers les plus proches, et là, ce sera purement la proximité dans cet espace latent. Ce qui permet justement de ne pas être dépendant des approches administratives, que ce soit côté ONICEP ou côté Pôle emploi. Ils font des nomenclatures donc, très hiérarchiques, il y a des grands domaines, des domaines, des sous-domaines, etc. Mais ça crée des sortes de silos, en fait. Et nous, justement, ce qui nous intéresse, c'est que les jeunes découvrent des métiers de manière assez ouverte. En fait. Le deuxième usage qu'on peut faire, un deuxième usage qu'on peut faire des embeddings, et c'est là pour le coup on l'utilise en production, c'est vraiment la recherche sémantique. Donc, résoudre le problème qu'on avait de pouvoir, à partir d'entrées d'input très hétérogènes de nos utilisateurs, leur montrer les fiches métiers correspondantes. Et donc là, je vais vous montrer aussi. Hop. Alors ça, vous pouvez le tester directement depuis l'application. Moi, permet juste, il te reste 5 minutes si on veut que après Guilhem puisse présenter aussi. Pas de souci, j'ai presque fini. Donc on utilise en production une API de recherche sur les métiers qui prend n'importe quelle chaîne de texte en entrée et qui va aller chercher dans ces embeddings le plus proche. Donc si par exemple ici je mets, je ne sais pas si quelqu'un a un terme de recherche à suggérer, vous pouvez me dire. Personne n'a rien, alors je peux remettre. Tu veux un métier, Joël, un régisseur par exemple Ouais, soit un métier, soit un domaine d'activité. Ben voilà, médiateur numérique, c'est très bien. Je vais chercher ça. Hop, voilà. Et donc, ben voilà ce que ça nous sort. Spécialiste de l'accessibilité numérique, c'est pas mal. Vendeur en micro informatique, bof, pas terrible. Médiatrice familiale,
pas terrible. Opérateur sur machine à commande numérique. Après, on a toutes sortes de médiateurs. Voilà. Mais le premier, en fait, est très bien, spécialiste de l'accessibilité numérique. Et pour le coup, c'est sans doute parce que dans les fiches de l'ONICEP, on n'a pas grand-chose là-dessus qui correspond à ça. Product Management, on va chercher aussi. Chef de produit marketing, chef de projet packaging, chef de produit technique informatique. Ouais, c'est pas si mal. Chef de produit touristique. Pas si mal. Donc après, ça dépend évidemment de la structuration des fiches métiers de l'ONICEP. Hein. Là, on a moins la main là-dessus. Mais ça nous donne des résultats dont on est assez content. Un truc qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser différents niveaux de langage. Donc, par exemple, je peux mettre flic. Et je vais bien trouver officier de police, officier de gendarmerie, etc. Je peux aussi utiliser d'autres langues. Je mets teacher, par exemple. Hop. Et si je mets teacher, je vais bien trouver professeur des écoles, de collège, lycée, etc. Et en fait, ça, par exemple, le fait que ça marche en anglais, c'est un truc qu'on n'avait pas du tout anticipé, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on cherchait à faire. Mais en fait, il se trouve que le modèle d'embeddings qu'on utilise, c'est un modèle qui est plutôt spécialisé sur le français, mais il a été, comme tous les modèles, notamment entraîné sur beaucoup de données en anglais. Et donc, du coup, en fait, gratuitement, je dirais, on a eu ce bénéfice-là, c'est que ça marche aussi en anglais. Et ça, c'est aussi un aspect intéressant des embeddings, c'est qu'en fait, l'espace latent qu'il construit, il peut être multilingue et il est capable de faire la correspondance entre différentes langues. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais la raison pour laquelle j'ai présenté ça et ce que je voudrais que vous en reteniez, parce qu'il me paraît important à retenir, c'est que, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a plein de technologies et d'approches possibles derrière. Dont certaines sont en fait relativement accessibles. Le embedding, c'est une technologie qui a une dizaine d'années, qui est assez facile à utiliser en production. Voilà. Et en fait, il n'y a pas que les LLM. Aujourd'hui, on est tous très excités et intéressés par les LLM. Et c'est super, mais en fait, les LLM, ça pose pas mal de difficultés en production dans beaucoup de cas d'usage. Parfois, revenir à des technologies un peu plus simples peut apporter pas mal de valeur, faciliter pas mal de cas d'usage, tout en étant plus simple. Donc moi, je pense que c'est pas mal dans nos cas d'usage de commencer petit, d'avancer de manière incrémentale et puis ensuite progressivement de déployer des approches de plus en plus complexes. Voilà, merci beaucoup. Eh ben super Joël, à mon avis, on a plein de choses à faire et sur l'approche métier très preneur d'un échange à nouveau. Et je pense qu'on peut très bien aussi imaginer de produire un article sur les embeddings pour le domaine de l'ESS, à mon avis. Il y aura de quoi faire, tu vois, sur comment commencer petit sur l'intelligence artificielle dans l'ESS numérique, si tu es preneur d'un article qu'on rédige pour, par exemple, Care News. Carrément. Super. Eh ben, merci Joël. On va avancer et je vais demander au dernier présentateur de bien vouloir s'avancer. Guilhem, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Yes, je suis là. Bonjour à toutes et tous. Eh ben, Vous salut. m'entendez bien? Hop. Yes, on t'entend. Et je vais aussi te relaisser la main pour te présenter et présenter Sherit et présenter ton actualité ou ton projet pour cette séance. Et je te laisse, si tu le veux bien, une dizaine de minutes. Ouais, ça marche très bien. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Guilhem Ménard, je suis un des cofondateurs de Sherit. Et Sherit, on est un accompagnateur des associations sur le volet digital. Notre enjeu, nous, c'est d'être comme une petite agence digitale, mais gratuite pour les associations. On est une petite équipe d'une douzaine de personnes et on travaille aussi avec des équipes en mécénat de compétences long terme et à temps plein. Et c'est ça qui fait notre force, puisqu'on a les 2 tiers de notre équipe qui est gratuite et qui nous permet d'accompagner des associations, des entrepreneurs sociaux qui ont des gros enjeux digitaux, généralement, dans des phases de croissance ou des phases de tension pour leur organisation. Et nous, on va développer gratuitement avec eux des outils digitaux, des plateformes, des apps, des outils internes pour leur permettre de passer à l'échelle ou de développer leur activité.
Et donc voilà, ça c'est notre métier de base, hein. Je vais vous parler ensuite évidemment de ce qu'on va faire sur l'IA, mais notre métier de base, c'est bien sélectionner des projets qui sont plutôt en phase de changement d'échelle, et puis ensuite bien les accompagner, donc développer, concevoir des produits digitaux qui vont être très variés en fonction des besoins pour ces organisations qui changent la donne dans leur secteur. Pour vous donner quelques exemples de projets accompagnés, donc là vous avez un petit peu le panel des logos des projets qu'on a accompagnés, et on a accompagné un petit peu plus de 70 organisations, 70 associations, dont certaines sont adhérentes au SOGA aussi. Et on accompagne une trentaine d'associations par an sur des sujets toujours assez variés. On a par exemple développé le site Linked Out avec l'association Entourage. On a développé une version de l'app Ma Petite Planète qui permet de sensibiliser les écoliers ou les étudiants à l'écologie. On a développé récemment Staying Alive, ma voix absolument, Staying Alive, qui est une association qui permet de sauver des vies en faisant intervenir des bons samaritains qui vont intervenir avant l'arrivée des secours. Bref, plein de sujets très variés, très différents, mais ce n'est pas tellement l'objet de mon intervention aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'IA. Mais juste pour vous dire, on travaille donc avec des cabinets de conseil qui nous mettent à disposition des ressources, et puis des partenaires financiers. C'est notre modèle. On est une association, on est financé par des fondations privées qui croient en le fait que le digital peut transformer la société et les associations particulièrement. Et donc, c'est fort de notre expérience de 6 ans d'accompagnement de projets dans l'ESS sur le volet digital qu'on a décidé de lancer un programme spécifique sur l'IA, et particulièrement l'IA générative. Pour refaire un petit peu l'historique, nous, ça fait un moment qu'on est en veille sur les sujets d'IA au service des associations, et notamment parce que on avait identifié quelques projets qui utilisaient l'IA de manière assez poussée, avec des investissements assez aussi conséquents de leur part au sein de certaines associations. Je pense notamment à la Surfrider Foundation, à Ma Voix, qui commençait aussi un petit peu à travailler sur ces sujets, mais aussi d'autres acteurs comme Open Food Facts, qui a construit la base de données de produits qui sert à d'autres applications comme Yuka. Et en fait, il y a quelques acteurs comme ça qui avaient poussé le curseur très loin sur les sujets d'IA en développant en interne à la fois des outils de machine learning et puis des technos qui étaient adaptés pour leur permettre de réaliser leur mission. Mais on n'observait pas beaucoup de cas d'usage plus quotidiens dans les fonctions support ou au sein des associations, et on ne voyait pas émerger beaucoup de cas d'usage précis à destination des associations que nous, on avait l'habitude d'accompagner. Ce qui a changé la donne, évidemment, c'est l'apparition de l'IA générative grand public. À partir de novembre 2022, on a commencé à avoir une intuition sur le fait que ça allait vraiment être transformateur pour le secteur. Ce secteur comme tous les autres, mais évidemment le secteur de l'ESS aussi, le secteur de l'impact. Et donc, on a voulu agir sur le sujet pour faire en sorte, pour une fois, que l'ESS ou les acteurs de l'impact puissent se saisir en même temps que les autres d'un saut technologique qui est en train d'arriver, parce que nous, on observe un vrai décalage sur les sujets digitaux de manière générale entre le secteur marchand et le secteur associatif ou le secteur de l'impact. Et pour ces sujets-là, on avait envie, dès le début, que les acteurs de l'impact soient bien outillés, parce qu'ils réalisent des missions d'intérêt général et on a envie qu'ils aient accès aux meilleurs outils pour les réaliser. Donc ça, c'est la philosophie du programme. On a commencé à travailler dessus depuis 1 an maintenant, en allant voir les associations, en comprenant quels étaient leurs cas d'usage de l'IA générative. Évidemment, les technos, elles ont beaucoup bougé depuis, notamment les technos accessibles gratuitement, et la capacité pour nous à fournir des données pour faire aussi avoir beaucoup plus de flexibilité de cas d'usage au sein des organisations. Et puis, nous, on a en interne aussi chez Sherit, on a distingué 3 types de cas d'usage, des cas d'usage qui sont plutôt génériques et qui s'appliquent à tout type de projet. En réalité, il y a des cas d'usage qui sont un peu plus spécifiques au monde associatif, mais ça peut concerner toutes les équipes des associations qui ont des besoins pour utiliser l'IA au quotidien et gagner en efficacité. Ensuite, il y a des cas d'usage
qui sont très spécifiques sur le secteur, notamment sur le fundraising, qui est une des premières idées qui vient assez naturellement quand on est fundraiser pour une association. Et donc, l'IA peut aider à après remplir ces demandes de financement. Et pour ça, ça demande un peu de paramétrage et puis des sujets aussi liés à la confidentialité. Donc, il y a un travail à faire sur ce sujet-là pour vraiment que l'IA générative soit au service des fundraisers. D'autres verticales métiers, le marketing, la com, l'accompagnement des bénéficiaires. Comment est-ce que vous accompagnez mieux quand vous avez une certaine routine dans l'accompagnement des bénéficiaires? L'IA générative peut aider aussi là-dessus. Et après, de plus en plus, on voit des cas d'usage organisationnels. Et donc, en effet, notamment ma voix qui est présente aujourd'hui, on voit certaines structures qui s'emparent de l'IA générative sur leur cœur de métier, sur leurs enjeux principaux, et qui vont probablement transformer leur modèle d'organisation en utilisant partiellement ces éléments de curiosité sur le sujet de l'IA générative et de ses usages, jusqu'à de l'accompagnement sur mesure pour certaines organisations qui ont des cas d'usage plus poussés en interne. Et donc, il y aura évidemment plus de volume sur la partie sensibilisation, et puis ensuite quelques cas d'usage poussés pour lesquels on va accompagner certaines organisations. J'ai fait vraiment bref pour rester dans le timing. Oui, juste pour vous dire quand même sur avec qui on fait ça. On est 4 organisations, on est des accompagnateurs de l'écosystème associatif ou de l'impact en France. Latitude, Data for Good, Base Impact et Sherit que je représente aujourd'hui. Et on a un premier soutien d'une fondation, qui est la fondation SFR, qui nous a permis de lancer ce programme. On a la recherche de financement. On recherche du financement de la part de fondations et évidemment de personnes pour participer au webinaire, recevoir notre newsletter dont on a lancé la première mouture aujourd'hui. Et donc, si ça vous intéresse, je vous envoie le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Et à votre disposition si vous avez des questions à ce sujet. Super, merci Guilhem, c'était hyper intéressant. On a fait un peu les montagnes russes, on est descendu bien en profondeur avec Joël qui nous a fait passer de l'autre côté, on est revenu du côté LLM avec toi Guilhem, et on a eu une super introduction par Léa. Bah écoutez, déjà merci à toi Guilhem, et puis merci à vous Joël et Léa pour ces présentations. Il y a eu beaucoup d'activités sur le chat. Je pense que ça annonce une session là de 30 minutes qui nous reste